Good morning, everybody. Well, I hope you will see me. Excellencies, Madam Fatou Lamin Faye, Minister of Education of the Gambia, Mr. John Akon, Deputy Minister, Gender, Children and Social Protection, Ghana, distinguished members of the Bureau of the Committee on Women and Development, distinguished senior officials and government officials present here today, African Union Special Envoys for Women, Peace and Security and Women's Human Rights, the UN Women Representative for Ethiopia, ECA and AU, representative of the UN Liaison Team in Ethiopia, the Acting Director of the Women, Gender and Development Directorate of the African Union, distinguished experts and resource persons, representatives of the African Regional Economic Communities, CSOs and VIPs in our midst, representatives of sister UN agencies, ladies and gentlemen. On behalf of the ECA, I would like to warmly welcome all the delegates to this historic conference, the 9th Africa Regional Conference on Women, to review the Beijing Platform for Action 20 years later. I also bring you greetings from the Executive Director of UNECA, Dr. Carlos Lopez, who wishes you fruitful and rich discussions. I would like to start, ladies and gentlemen, by congratulating you for your strong commitment to gender equality in Africa and for making time to join us to review progress made in the past 20 years of implementing the Beijing Platform for Action. Excellencies, ladies and gentlemen, the fact that 51 member states submitted national reports shows the extent of this commitment to hold ourselves accountable in pushing forward the gender agenda. This is an indication of a continent which has worked hard in the past 20 years to advance gender equality and women's empowerment, and that remains committed to the cause. Distinguished delegates, we have come a long way as a continent since the UN conferences held in Mexico City in 1975, Copenhagen in 1980, Nairobi in 1985, and Beijing in 1995 and its platform for action. We have also come a long way since the adoption of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW, which is also described as the International Bill of Rights for Women. The periodic CEDAW reports that are submitted demonstrate concrete follow-up actions undertaken by member states to ensure that barriers to the achievement of gender equality are eliminated. We have continued on the gender equality journey since the Millennium Declaration that ushered in the implementation of the MDGs. All of these frameworks and instruments, as you know, are meant to reinforce each other and to provide the basis for realizing equality between women and men. Ladies and gentlemen, a lot has happened on our continent since the 8th African Regional Conference on Women in Banjul, the Gambia, in 2009, and indeed since 1995 in Beijing. The Africa region has been consistent in putting in place institutional mechanisms that promote gender equality and women's empowerment through the African Union and the regional economic communities, continental and sub-regional frameworks and programs to promote gender equality, women's rights, and women's empowerment. To mention some of these regional level frameworks and mechanisms, these include the African Charter on Human and People's Rights, reinforced by the Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women in Africa. Second, the Solemn Declaration on Gender Equality in Africa. Third, the Declaration of the African Women's Decade 2010 to 2020. And last but not the least, the Fund for African Women.
Ladies and gentlemen, my task this morning will be incomplete if I fail to recognize the remarkable achievements that Africa has made with regard to women's political participation, peace building, and providing for women's economic empowerment. I know we will find time to celebrate these achievements at this conference, but at the same time, we need to task ourselves to think outside the box in addressing persistent challenges and gaps. Some of these persistent challenges and gaps include violence against women, inadequate investments in social protection, little or no recognition of women's unpaid care work, bringing out the gender dimensions in climate change, and limited financing for gender equality programs. Also, recent events in West Africa clearly reveal the need for effective health systems to reduce the impact and burden of epidemics on populations, especially on women. As you all know, the impact of the Ebola crisis is felt across the continent as a whole, and not only in the affected countries. Highlighting these challenges reinforce the importance of devising and crafting critical recommendations on moving forward on the gender agenda in Africa. Ladies and gentlemen, I would now like to draw your attention to a few pointers regarding the proceedings of this 9th Africa Regional Conference on Women, Beijing +20, so that as we engage over the next 3 days, we're mindful of the journey we have traveled and the foundational issues that we need to build on as we move forward. Within the framework of assessing the progress made in the implementation of the Beijing Platform for Action and the Dakar Platform for Action, the ECA in 2009 led the regional 15-year review of the Beijing Platform for Action, Beijing +15, and the results were shared at the 8th African Regional Conference on Women held in Banjul in November 2009. That regional report became part of the global review in February 2010 at the Committee on the Status of Women in New York. Distinguished delegates, the 9th Africa Review Conference is structured to be different from the previous ones. It should help Africa to build on the milestones and the momentum generated to adopt transformative measures and actions for greater change in the lives of women and girls. We are confident that such change can happen. We are all resolved to create the future we want. That is a future where women and girls are fully and truly empowered. In this conference, we will review the regional report synthesized from the 51 national reports. The conference will come up with concrete actions to move forward in 2015 and beyond, taking into account the Common Africa position on the post-2015 development goals. I sincerely hope that the declaration that we will draft for the honorable ministers will be concrete, actionable, and embody the spirit of doing business unusual, not as usual, doing business unusual, as we continue our efforts to put African women first. The declaration should also be forward-looking. Ladies and gentlemen, at this stage, we would like to applaud the African Union under the leadership of Dr. Dlamini Zuma for selecting the theme for the 2015 summit as the Year of Women's Empowerment and Development towards Africa's Agenda 2063. We encourage you to take advantage of these and other processes in the next months, the 2015 AU Summit, the CSW 2015, etc., in reasserting Africa's position on the future we want as it relates to gender equality and women's empowerment. Ladies and gentlemen, I'm confident that this conference will be a great success. As we deliberate and discuss the regional report, we need to be mindful that this report will form part of the global report to be presented
at the 59th session of the Committee on the Status of Women in New York next year. As I conclude, I would like to extend our sincere appreciation to the government and the people of Ethiopia for their hospitality and warm reception. I would also like to applaud the staff in the Social Development Policy Division, especially staff in the Africa Center for Gender, for their commitment in working with you in these 3 days and beyond. We look forward to your concrete recommendations and actions on the way forward. I thank you very much and welcome you once again. Thank you, Madam Manu, and thank you for helping us to recall where we've come from. Nairobi, forward-looking strategies. Vienna, when for the first time women's rights were recognized as human rights. Cairo, the International Conference on Population and Development, sexual and reproductive rights were made central to the development agenda. Copenhagen, sustainable development and issues of poverty, especially the feminization of poverty. And of course, Beijing, where the 12 critical areas of concern were defined. And since then, the 3 reviews that we've had, Beijing +5, Beijing +10, and Beijing +20. And also for challenging this conference to do business unusual. Thank you very much. Madam Tachiwa highlighted in her opening remarks that 51 member states produced their reports that will be included in the global report. We're 47 countries that are here present, 185 experts. We are expecting 23 ministers and about 170 CSOs. The room is still not full because registration is still taking place, and I'm sure when we come back from tea break, this room will be full. We could not have had such successes in terms of the production of the report, in terms of the numbers that we have in this room, without the support and the collaboration with the UN family. As ever, the UN family worked together to ensure that we undertake a review that will reflect what Africa has done, our successes and our challenges, and where we go from here. And it is my pleasure to introduce Mr. Thomas Yanga, who is the director of the World Food Programme Africa Office and is the chairperson of the UN liaison team to the African Union and ECA. Mr. Yanga, I invite you to make your remarks on behalf of the UN liaison team. Thank you, Madam Chairperson. Excellencies, ladies and gentlemen, it is a pleasure and an honor for me to be here and to speak on behalf of the United Nations liaison team in Addis Ababa, Ethiopia. I would like to thank the organizers and participants of today's event for your vision and your commitment in coming together for this important discussion about the advancement of women's rights, women's empowerment, and gender equality. The Beijing Declaration and Platform for Action, adopted by 189 countries, remains to this day the most effective and comprehensive policy framework for achieving gender equality. Since 1995, notable progress has been achieved in the social, political, and economic spheres, with several enabling policies and legal environments put in place by both the African governments and the African Union. Women are making inroads, and governments are increasingly seeking out their expertise and leadership when making key decisions. In Africa, we celebrate that more girls are in school than ever before, but we also face the reality that less than a handful of countries have achieved full gender equality at all levels of education. Fewer women are dying in childbirth, but in places like South Sudan,
These entirely preventable and needless tragedies kill 1 in 7 pregnant women. HIV/AIDS continues to be an important cause of death for women worldwide. Too many women are denied their sexual and reproductive health and rights. In Africa, girls and women suffer from discriminatory laws, policies, and measures, as well as harmful traditional practices that perpetuate inequality, violence, and exclusion. Violence against women and girls remains a continental scourge, leaving countless women to live in fears in many countries in Africa. Impunity for such violence persists at unacceptable levels. Also, during natural disasters and conflicts, forced displacement heavily disrupts the lives of women and their families and increases the risk of violence against women and girls. The Beijing Platform for Action identified women and poverty as one of its 12 critical areas of concern and outlines concrete actions to be taken by governments, the private sector, academic institutions, regional bodies, and non-governmental organizations, as well as the United Nations systems. We all agree that increasing women's access to resources and services will boost their productivity and generate gains in terms of agricultural production, food security, economic growth, and social welfare. Closing the gender gap in agricultural inputs, for example, alone, could also lift 100 to 150 million people out of hunger. In addition, when women control additional income, they spend more of it than men do on food, health, clothing, education for their children. This has positive implications for immediate well-being, long-run human capital formation, and economic growth through improved health, nutrition, and education outcomes. Because, as we know, women's empowerment is essential because they represent 43% of the agricultural labor force in developing countries. In other areas, more and more women are taking their rightful place in political life, but there are only 2 female heads of states in Africa. We have more work to do. To this end, we members of the United Nations Liaison Team agree that gender equality and women's empowerment are central for sustainable development in its 3 dimensions: economic, social, and environmental. The United Nations system in Africa has a leading role in ensuring the centrality of gender equality, such as through the inclusion of gender equality measures in programs, the participation of women's advocates, and the adoption of indicators to measure performance of gender equality and track funds dedicated to achieving it. We recognize that the achievement of gender equality and the empowerment of women is essential for the eradication of poverty and the achievement of peace and security, human rights, and sustainable development. Excellencies, ladies and gentlemen, Beijing Plus 20 takes place at a strategic moment as the Millennium Development Goals, MDGs deadline approaches, and the post-2015 agenda and the SDGs are being defined. In addition, the African Union has declared 2015 as the year of women's empowerment. This presents an opportunity to prominently position gender equality, women's rights, and women's empowerment on the continental agenda. To this end, the United Nations Liaison Team will continue and step up our effort to promote gender equality and the empowerment of women in the context of our respective mandates. We reiterate that promoting gender equality and the empowerment of women is the responsibility of all United Nations entities, collectively and individually, in its areas of expertise. Each UN agency in this area of expertise has a role to play to systematically address gender equality concerns through its policies and programs. We will continue to consolidate our partnership with governments on the continent, the African Union, ECA, civil society, and the private sector, and across the United Nations system
to realize gender equality, the empowerment of women, and the human rights of women and girls. The United Nations Liaison Team wishes all of you a fruitful and informative exchange of ideas and experience. Thank you for your kind attention. Thank you very much. As you can see, the UN plays a critical role, and I think we can all appreciate. It will be difficult for me to mention all the agencies that are here present, but I'm sure you can all identify who is here. And they will be meeting with you and joining in the group discussions and contributing to your debate and discussions. Thank you very much for representing the UN Liaison Team. She's not ready. As we all know, the African Union Commission plays a critical role, especially in defining the frameworks on the continent that we all translate into action, into policy, into programs. And we've organized this conference jointly with the African Union Commission. And it will be, the outcomes of this meeting will go into the summit next year, and they will also input into the Year of Women next year. It is therefore my pleasure to invite Ms. Leila Ben Ali, the Acting Director of the Gender Directorate of the African Union Commission. Honorables ministres et vice-ministres présents, Excellences ambassadeurs présents, membres du bureau du comité Femmes et Développement, experts des États membres de l'Union africaine, Madame Manu, directrice de la politique de développement social à la CEA, Madame Toko, coordinatrice du Centre africain pour le genre, Monsieur Thomas Yanga, chef de l'équipe de liaison des Nations Unies, Madame Soyata Maïga, envoyée spéciale de l'Union africaine sur les droits fondamentaux de la femme, Dr Butera Jean Bosco, Chief of Staff de l'envoyé spécial de la femme, paix et sécurité de l'Union africaine, partenaire de développement présent, membre de la société civile et réseau des femmes, tout protocole observé, distingués délégués et invités, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'être ici avec vous au cours de la séance d'ouverture officielle de la réunion des experts de la conférence régionale africaine de l'examen de Beijing plus 20. Je vous transmets les chaleureuses salutations de son Excellence Dr Nkosazana Dlamini Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine, dont le leadership et l'engagement à l'autonomisation des femmes reste un phare pour notre travail à la Commission de l'Union africaine. Je voudrais également féliciter la présence de nos experts à cette réunion qui démontre l'engagement de nos États membres à la question de l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes en Afrique, dont le but est d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de nos différents instruments internationaux, régionaux et nationaux qui viennent compléter la plateforme d'action de Beijing et de Dakar en matière d'égalité du genre et d'autonomisation des femmes. Mais ce qui nous rassemble ne se limite pas seulement aux progrès constatés, mais surtout aux nombreux défis et obstacles qui continuent à persister dans les 7 domaines stratégiques pour aborder les 12 domaines critiques identifiés par la plateforme. Mesdames et messieurs, permettez-moi de réaffirmer l'engagement de l'Union africaine pour l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes. L'Union africaine a clairement démontré son engagement à travers les différents instruments à valeur partagée, y compris l'acte constitutif de l'Union africaine en 2000,
le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique en 2003, avec ses 36 ratifications, et la déclaration solennelle sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique en 2004. Néanmoins, si on peut dire que le protocole avance de façon significative en termes de ratification, le défi de la domestication persiste encore dans nos pays. Et donc, la nécessité de cet examen de la plateforme d'action de Beijing nous permet de situer les niveaux de performance nationaux et régionaux sur l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes en Afrique. L'Union africaine travaille également avec vous, les États membres, dans la mise en œuvre de cette déclaration solennelle sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique grâce à vos rapports soumis annuellement à la Commission et présentés au sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Grâce à la déclaration solennelle, les chefs d'État et de gouvernement ont pris des engagements politiques visant à accélérer les progrès vers l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes sur le continent. En conséquence, les chefs d'État à Malabo ont déclaré l'année 2015 comme l'année de l'autonomisation des femmes et développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063. L'agenda 2063 de l'Afrique est la perspective du plan de développement du continent à long terme au cours des 50 prochaines années. Ces nobles objectifs ne seront pas pleinement réalisés sans la pleine participation et la représentation des femmes dans la gouvernance, la paix et la sécurité et le développement socio-économique. Les femmes doivent être l'épine dorsale de l'agenda 2063. La même logique doit être appliquée pour la réalisation des objectifs de la position commune africaine au programme de développement après 2015, qui est un plan de développement à moyen terme de notre continent jusqu'au 2030. Cet agenda de développement ne peut être pleinement exécuté sans la participation des femmes dans les différentes sphères de la vie socio-économique et politique de nos sociétés. L'Union africaine a continué à faire preuve de leadership dans l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres à travers ses engagements révolutionnaires, comme en témoigne l'adoption de la première politique genre de l'Union africaine en 2009, qui a offert une opportunité pour la promotion et la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes et a facilité l'inclusion des questions du genre dans l'agenda de l'Union africaine. De même, en 2010, l'Union africaine a déclaré 2010-2020 la décennie de la femme africaine sous le thème « L'approche locale pour l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes ». L'objectif de la décennie est essentiellement de relancer les engagements pris par les États membres de l'Union africaine pour accélérer la mise en œuvre des engagements mondiaux et régionaux relatifs à l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes depuis les communautés de base jusqu'au niveau national, régional et continental. Ceci est en grande partie destiné à promouvoir l'égalité des genres en accélérant la mise en œuvre des décisions de Dakar, de Beijing et de l'Assemblée de l'Union africaine sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. En effet, depuis 2011, un an après le lancement de la décennie de la femme africaine, l'Union africaine, à travers ses ministres en charge du genre, adopte annuellement un thème parmi les 10 pour sa mise en œuvre, supporté par le Fonds pour les femmes africaines. La Commission de l'Union africaine, les CER, les autres organes de l'Union africaine et les partenaires au développement travaillent de plus en plus pour l'intégration de l'autonomisation socio-économique et politique des femmes comme un préalable pour atteindre le développement durable. Avec la présence de son Excellence Madame Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine, l'agenda de la pleine et effective intégration des femmes est accéléré et le plaidoyer est de plus en plus étendu et efficace, surtout à travers l'implication des hommes. Nous avons de plus en plus des hommes champions de l'intégration du genre dans les politiques sectorielles, les programmes et les projets de notre organisation continentale. Mesdames et messieurs, nous reconnaissons également que l'Afrique a parcouru un long chemin depuis son indépendance politique à l'égard de l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. À la lumière des réalisations du continent,
pour améliorer l'accès aux opportunités socio-économiques et politiques, il y a en effet beaucoup à célébrer en termes de progrès relatifs à l'autonomisation des femmes à travers l'Afrique. Sans aucun doute, certains des États membres demeurent un brillant exemple de l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes à être émulés par d'autres États membres de l'Union africaine. Les femmes sont visibles par leur présence dans la sphère de l'État, la société civile et du secteur privé à diverses couches de la société, au niveau national, régional et continental. Nous avons besoin de beaucoup plus d'engagement et d'action pour résoudre les problèmes de faible taux de participation et de représentation des femmes dans les processus de gouvernance, dans les initiatives de la paix et de la sécurité et dans les programmes et projets de développement socio-économique. Pour la réalisation de cette grande vision de l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes, permettez-moi de faire quelques réflexions préliminaires sur certains enseignements des expériences positives. Premièrement, un leadership politique fort et visionnaire est nécessaire pour l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes au plus haut échelon de l'État. Ce leadership transformateur doit être accompagné par une politique efficace et des mesures législatives visant l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Une mise en œuvre effective et efficace de la politique et des mesures législatives exige des mécanismes pour l'intégration du genre, y compris un ministère spécifique chargé des questions du genre. En ce qui concerne l'augmentation de la participation et la représentation des femmes dans la prise de décision politique, les modèles de représentation proportionnelle ont prouvé leur efficacité pour l'égalité des genres. Les mesures d'action positive de différents types jouent un rôle de catalyseur vers l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Puisque le pouvoir gouvernemental est accessible par les partis politiques, alors les femmes doivent jouer un rôle significatif et de leadership dans ces institutions. En plus de leur présence efficace et significative dans les partis politiques, les femmes doivent jouer un rôle d'influence et de leadership dans la société civile, les médias, les universités, les organisations communautaires et le secteur privé. Tout compte fait, la véritable essence de la participation et de la représentation des femmes dans la prise de décision en Afrique va bien au-delà des simples chiffres dans les institutions démocratiques. Il repose dans la masse critique des femmes étant présentes dans toutes les instances clés du gouvernement, le législatif, le judiciaire et l'exécutif. La masse critique des femmes dans ces institutions, y compris dans la fonction publique et la mise en place de la sécurité, doit être accompagnée par le pouvoir et l'autorité effective pour ces femmes de faire un changement réel en influençant et élaborant des politiques qui renforcent la participation et la représentation des femmes africaines dans les processus de gouvernance va de pair avec l'autonomisation socio-économique. Cette liste n'est pas exhaustive, car les exemples d'engagement sont légion. En revanche, le chemin de l'égalité du genre et de l'autonomisation des femmes sur notre continent reste encore parsemé d'embûches culturelles, religieuses et socio-économiques qui relèguent les femmes au second plan, avec des conséquences négatives dont les impacts affectent aussi bien les femmes que les enfants, les jeunes et bien sûr les hommes, par conséquent la société entière. En effet, pour que cette réunion régionale soit couronnée de succès, nous devons focaliser nos efforts durant ces 2 prochains jours pour réfléchir sur la stratégie pour assurer l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres dans les processus de développement de nos pays en basant sur les défis, les bonnes pratiques et les réussites mentionnées dans le rapport régional Belgique +20, en prenant en considération le contexte politique et socio-économique de notre continent. Cela va contribuer efficacement à la réalisation de l'agenda 2063 de l'Afrique et la position africaine commune sur l'agenda de développement après 2015 et atteindre la parité entre les hommes et les femmes dans tous les postes de décision au niveau national, régional et continental. Mesdames et messieurs, je voudrais conclure mes propos ici et vous assurer de la détermination de l'Union africaine à tout mettre en œuvre pour accompagner les États membres dans leur effort
de la prise en compte du genre au niveau national et régional. Je voudrais vous souhaiter une fois de plus, au nom de la présidente de la Commission de l'Union africaine, des débats fructueux et concluants. Je vous remercie. Thank you very much, Leila. Having a woman as the chairperson of the African Union Commission has really made a difference. If you look at how each of the directorates at the African Union Commission now is mandated to ensure that gender is addressed in their programs. And this is really an achievement for us and for the continent. So we want to congratulate Madame Zuma for all the work that she's doing at the African Union Commission to ensure that gender is adequately addressed. Thank you very much, Leila. The Beijing process, as you will all remember, was being led by the Division on the Advancement of Women in New York. They led us through the various reviews, including when Madame Mongela was there, the Beijing process in Beijing itself. The Division on the Advancement of Women was integrated in UN Women, and I know Africa as a continent was at the forefront of lobbying for a special agency that addresses the issues of women globally. UN Women has been working with the 5 regional economic commissions in the process of reviewing the Beijing +20 process. You all received the guiding note in the preparations of your reports, which was defined by the 5 regional commissions working with UN Women at the global level. At the regional level, we've been working very closely with the UN Women, both at the liaison office here in Addis Ababa, and with the 2 sub-regions, as we would call them, regions as they would call them in an AU and UN Women, the East and Southern Africa sub-region, and the West and the Central Africa sub-region. And UN Women will be leading us at the CSW next year as we undertake the global review of Beijing +20. It is therefore my pleasure to invite Fumi Balogun, the Deputy Country Representative of UN Women in Ethiopia, as well as the liaison office to AUC and ECA, and also representing the entire UN Women on the continent. Fumi is standing in for Madame Leti Chiwara, who unfortunately could not be with us today, but she will be joining us tomorrow. Fumi, over to you. Thank you, Toko. Good morning, distinguished delegates, ladies and gentlemen, and a particular welcome to sisters in the struggle. I see very many people here. I've said sisters deliberately because I know we have all this thing about involving men in gender equality, which is important, but I think women have been in the forefront of this struggle. So I would like to say a special welcome to all the women advocates, activists, feminists who are in this room. And of course, to distinguished guests on the high table. Like Toko said, I'm representing Leti Chiwara. Unfortunately, she had to receive the Deputy Executive Director of UN Women, who arrived this morning and will be joining this meeting later. So she's receiving her. That's why she's unable to attend. And of course, on behalf of the UN Women globally. It is really, truly unbelievable, again, that we are gathering to celebrate nearly 20 years since the historic Beijing 4th World Conference on Women that we all know was held in 1995. Who could ever forget the heady days when women of the world came together, devoid of divisions, in solidarity to celebrate not only the achievements of women and girls and the strides women had made in the decades, but more importantly, to chart a new way forward. The Beijing Platform for Action remains a revolutionary piece of document following the conference, charting the way forward and visualizing how we as women would like to see ourselves as well as our societies in the future. I always used to say that Beijing was a turning point for us in Africa, and I know many of us were in Beijing. But if you remember, if you recall, any time you spoke as a woman, either on TV, wherever,
men, everybody would say Beijing. It was like everybody in Africa knew that women were up to something, and that Beijing kind of escapulated that word, Beijing. Everybody knew what it meant. It has been a long 20 years, and years filled with incredible progress, not only for all women in the world, but in particular for women in Africa. Since Beijing in 1995, we have in Africa got our first elected president, who is still the president of Liberia. We have seen incredible women win the Nobel Prize for Peace for the work that they've been doing on ending conflict in Africa. We have for the first time a female chairperson of the African Union Commission. Through the amazing work of women advocates around the world, the UN created an agency for the promotion of gender equality and the empowerment of women, UN Women, that I represent today. Women in Africa, since Beijing, they've made incredible progress in all fields. And I think this is also a time for us to celebrate that, not just about the things that are still not done, but the things that we have been able to accomplish. We have made progress in technology, in business, in the private sector. Women continue to work for peace and to influence policies and governance in different ways. Most discriminatory laws and policies have been deleted from our constitutions and from our legal frameworks. And progressively, we're having constitutions in most of our countries that recognize the equality of persons and non-discrimination based on sex or gender. Today, we have more girls in secondary schools and in universities than we had 20 years ago, and an almost universal consensus that achieving gender equality is critical to the well-being of individuals, families, households, and societies. All this prove that concerted international efforts and assistance and leadership from women, the gender gaps and inequalities can be eradicated. It is, however, not glossy. We know that. Even as we celebrate progress, there are still very many challenges ahead. Violence against women, including sexual violence, continue to rise, and women's bodies continue to be used as battlefields in conflict. Women continue to lose out in political and elected leaderships. Political positions, we are still not at the threshold of 30% in all our countries. Women are still poorer, we are still less visible, with less access and opportunities than men in virtually all fields. Emerging security threats and terrorism to Africa continue to make our government spend more money on security, diverting critical funds that would go to socio-economic development that would benefit both women and men, threatening our collective livelihoods. We are seeing emerging public health threats like Ebola that shows that we still have lots of gaps in our government's capacities to cope when we have crises. But also the Ebola crisis is showing the unequal impact again on women because of women's traditional caregiving roles. We stand today in solidarity with all women and men who have been affected by Ebola, those who have died, and in solidarity with our governments as they continue to struggle to contain this epidemic. Even with the challenges, of course, there are opportunities. We must ensure that our governments push for a post-development agenda that includes a standalone goal for gender equality and clear gender targets and indicators in all the other goals. We must continue to prioritize, we must ensure that our governments continue to prioritize gender equality, that the responsibility is not just given to women's rights organizations and ministries of gender, but that it is a responsibility of all our governments, including all our ministries. We must ensure that we commit to the implementation of the existing gaps, because if we look through, as we spend the next 3 days looking at the Beijing Platform for Action, we will see there are still very many gaps, even with the progress that we have made. We have to ensure that sexual violence against women, including sexual violence, is treated with priority and seriousness,
and that an enabling environment continues to be created for women to continue to go to school, for them to stay in school, for them to be able to work, for them to own land, to be able to govern and make decisions concerning their lives, individually and collectively, to influence national, regional, and global policies, and to be treated equally with equal opportunities and rights. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Fumi. Madame Binet Diop needs no introduction. The president of First Solidarity and the woman who has led the Gender is My Agenda campaign on the continent, which continuously challenges the heads of states at every summit to ensure that the issues of gender equality and women's empowerment are included in the agenda of the heads of states. Madame Diop was appointed at the last AU summit in January as the special envoy for women, peace and security. And we want to congratulate her for that important role. Unfortunately, she could not be here with us today and will be ably represented by Dr. Butera Jean Bosco, who is her special advisor in the Office of the Special Envoy on Women, Peace and Security at the African Women Commission. Dr. Butera. Thank you, Madam Chair. Honorable Ministers, Mama Mongela, Madame Maiga, EU Special Envoy on Human Rights, Women Human Rights, Madame Mano, Director, Social Development Policy Division, ECA, Madame Leila Ben Ali, AUC Acting Director, Gender Directorate, Madame Fumi Balogun, Deputy Representative, UN Women, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, all protocol observed. I'm here to represent Madame Diop, as Toko has just said, who is the Special Envoy on Women, Peace and Security, or the chairperson of the African Union Commission, and who has not been able to come due to last-minute logistical hiccups. She sends her greetings and sincere apologies. Her speech is in French, and I'm going to convey it in the same language. Madame et Monsieur les représentants des gouvernements, Mesdames et Messieurs les experts, honorables invités, je voudrais tout d'abord, en ma qualité d'envoyé spécial de la présidente de la Commission de l'Union africaine pour la femme, la paix et la sécurité, remercier Madame la Présidente de l'Union africaine, Son Excellence Dr Nkosazana Dlamini Zuma, et Son Excellence le Dr Carlos Lopez, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, pour avoir bien voulu m'inviter à prononcer ces mots à l'occasion de cette 9e conférence régionale sur l'examen de 20 ans de la mise en œuvre de la déclaration de Beijing et du programme d'action. Je me sens honoré, mais également rassuré de voir que cette question cruciale de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes est traitée comme une priorité au niveau mondial, tant bien par l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine, que par nos gouvernements qui depuis longtemps ont pris ce problème à bras-le-corps. Pour rappel, la 4e conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes tenue en septembre 1995 à Beijing, en République de Chine, avait suscité beaucoup d'espoir pour une amélioration substantielle de la condition des femmes dans le monde, notamment en Afrique. Cette rencontre internationale avait fait suite à 4 conférences régionales qui ont eu lieu respectivement en Mauritanie, en Zambie, en Tanzanie et au Nigeria. D'Abuja à Beijing, en passant par Dakar, ces bilans régionaux avaient permis d'évaluer les réalisations de la région afin de les confronter avec les objectifs fixés par la déclaration d'Abuja sur le développement participatif, rôle de la femme africaine au cours des années 90.
Chaque conférence vécue avait drainé avec elle son lot de stratégies, de plans d'action et programmes qui successivement aboutissaient à des déclarations et résolutions. Je veux citer les stratégies d'Abuja pour la promotion de la femme, utilisées pour l'élaboration des stratégies prospectives d'action de Nairobi, qui avaient été adoptées par consensus à la 3e conférence mondiale sur les femmes tenue à Nairobi en 1984. La conférence de Dakar, à son tour, a été une réunion régionale préparatoire à la 4e conférence mondiale sur les femmes. Elle aura, elle aussi, permis d'examiner et d'évaluer la mise en œuvre des stratégies prospectives de Nairobi et de mettre au point la plateforme d'action pour l'Afrique, contribution de l'Afrique à la plateforme d'action mondiale qui plus tard sera adoptée en 1995 à Beijing. La déclaration et le programme d'action qui ont découlé de Beijing avaient été décrits à l'époque par le secrétaire général des Nations Unies comme l'un des plus remarquables documents jamais produits par une conférence intergouvernementale. Et pourtant, en presque 20 ans, les préoccupations et les problèmes soulevés lors des conférences régionales précédentes n'ont rien perdu de leur brûlante actualité. Il reste encore beaucoup à faire en faveur de la promotion de la femme pour que celle-ci participe sans réserve et sans être marginalisée aux efforts de développement de sa région ainsi qu'au processus de paix. Nous voilà donc de nouveau réunis aujourd'hui, 20 ans après, pour faire le point sur la mise en œuvre de ces documents et examiner les avancées réalisées par rapport aux domaines critiques qui avaient été identifiés comme obstacles à cette mise en œuvre. Excellences, Mesdames, Messieurs, dans le cadre de mon mandat d'envoyé spécial, je suis souvent témoin non privilégié des violences de tout ordre subies par les femmes sur le terrain. Violences physiques ou psychologiques, violences économiques de la part de leurs conjoints, violences sexuelles, mutilations génitales et j'en passe. S'y ajoute sa situation de première victime dans les zones de conflit ou d'épidémie, la première exposée à tous les dangers en tant qu'épouse, mère et fille. Je puis vous dire que la réalité est actuelle et bien tangible. En effet, des situations comme celles que continuent de vivre les femmes de la République démocratique du Congo nous rappellent toujours la victimisation profonde de la femme dans le pays en conflit. Pourtant, beaucoup a été fait. Je disais tantôt que nos États ont tant bien que mal entrepris ce processus de mise en œuvre avec volonté. Des efforts importants ont été déployés par le gouvernement, les systèmes des Nations Unies et la société civile du point de vue du suivi de la 4e conférence mondiale sur les femmes. La résolution 1325 de l'ONU, première résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies à porter sur les femmes et les genres, a été adoptée en octobre 2000. La résolution 1820, adoptée en juin 2008, ONU Femmes créée en 2010. L'Union africaine a également suscité la conscientisation de la problématique des femmes auprès des gouvernements africains. Nous avons tous en mémoire le protocole de Maputo sur le droit de la femme, ratifié en juillet 2003. Toutes les questions relatives au traitement et à une condition meilleure pour la femme ont été prises en compte dans ce document. Le mouvement des femmes africaines a beaucoup évolué depuis lors, il faut le dire. Le comité de femmes de l'Union africaine, dont j'ai été moi-même secrétaire général et membre du board, a été créé. L'architecture même de l'Union africaine reflète la considération donnée à la question de la femme au sein de l'Union africaine. Une envoyée spéciale pour la femme, la paix et la sécurité a été nommée. Il y a la rapporteure spéciale sur le droit de la femme en Afrique qui est ici et d'autres entités internes qui témoignent des avancées réalisées. Au niveau des pays, nous ne pouvons que saluer les mesures d'accompagnement qui ont suivi l'engagement des États à Beijing. Des plans d'action nationaux et régionaux, notamment dans la région des Grands Lacs et le Manoriva, des réformes juridiques, des nouvelles législations, des stratégies de mise en œuvre, des programmes, des projets élaborés et exécutés par des groupements de promotion féminins, des projets de crédit, des fonds pour l'entrepreneuriat féminin ont été créés, les femmes ont été enrôlées dans l'armée et dans certains pays, elles contribuent même aux négociations. Des efforts considérables ont été faits au niveau de la prévention. Par exemple, pendant les élections,
avec parfois des salles de veille dirigées par les femmes. Aujourd'hui, nous sommes ici pour nous concerter et trouver des stratégies de mise en œuvre qui, si elles ne peuvent pas être communes en raison de diversités culturelles et religieuses de nos États, pourront au moins être largement partagées en nous basant sur les travaux reçus des États membres, lesquels travaux alimenteront la revue mondiale et l'évaluation de la mise en œuvre de la plateforme d'action de Beijing en 2015. Certains défis ont été identifiés comme communs à nos États. Il s'agit de ceux en rapport avec des groupes spécifiques de femmes, tels que les femmes rurales, les femmes âgées, les femmes handicapées, autochtones ou celles vivant avec le VIH-Sida, et de tout autre groupe qui pourrait être confronté à de multiples formes de discrimination et de handicap. Ces questions pourront être résolues à partir d'une approche globale qui rendrait leur implantation plus aisée. D'autres défis sont par contre spécifiques à un État, car prenant en compte des réalités nationales et devront être traités sur un plan national mais intégré. La problématique des femmes dans les conflits demeure toutefois un souci majeur. Mesdames et messieurs les experts, lorsque vous vous pencherez sur vos travaux, rappelez-vous que justice doit être faite. Les droits de la femme ne sont autres que des droits humains. Éliminer les exclusions, discriminations ou violences qui constituent les obstacles à l'autonomisation des femmes. Aucune mission de solidarité ou plan d'action ne peut venir à bout de ces défis. La solution réside dans la mise en œuvre accélérée de toutes les stratégies qui ont été pensées et bien élaborées. Nous faisons appel à vous pour nous fournir les données quantifiables qui compléteront nos rapports qui seront transmis à l'Union africaine et aux Nations unies. Les indicateurs nationaux dont vous disposerez vous permettront de suivre les progrès accomplis et de dégager les priorités d'action sur une base triennale, voire quinquennale selon l'urgence. Nous attendons de vous des recommandations qui nous permettront d'accélérer et d'améliorer la mise en œuvre de la déclaration de Beijing et du protocole d'action. Excellences, Mesdames et Messieurs les experts, j'ai confiance en nos États qui, je le répète, ont accordé une priorité aux femmes et aux filles dans bon nombre de projets et programmes phares et ont également créé un environnement favorable à la promotion et à la protection des droits des femmes. Nous les exhortons à impliquer les femmes dans les négociations dans les zones de conflit, dans le partage du pouvoir et de la bonne gouvernance. La conférence mondiale sur les femmes de Beijing a sans nul doute été un nouvel élan international en faveur des objectifs d'égalité, de développement et de paix pour toutes les femmes et a fait entrer à jamais l'ordre du jour international pour la promotion des femmes dans le XXIe siècle. Tout ce qu'il nous reste à faire ensemble, c'est implanter les options politiques et stratégiques qui donneront une meilleure vie aux femmes et somme toute aux hommes également. Comme le disait le célèbre psychologue français André Lévy, si l'homme construit les routes, c'est la femme qui trace les chemins. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous souhaite plein succès dans vos délibérations. Merci. Thank you very much, Dr. Butera. Women's situation in conflict still remains a critical area of concern, and this conference will need to address it and come up with very strategic actions that we can recommend to the Heads of State Summit in January. Thank you very much. Another woman who needs no introduction, my sister, Madame Soyata Mayiga, who has represented us very well and championed and advocated for women's rights to be addressed at the Human Rights Commission. It is my pleasure to introduce Madame Soyata Mayiga, who, because of her diligence, has been appointed to serve a second term as the Special Envoy on Women's Human Rights. Madame Mayiga. Bonjour à tout le monde et merci Toko. Madame la représentante du secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Madame Manu Takia. Madame Toko Zile,
coordinatrice du Centre africain pour le genre de la CEA, Monsieur le représentant résident du Programme alimentaire mondial, Monsieur Thomas Ianga, coordinateur également du système des Nations Unies en Éthiopie, Madame la représentante de ONU Femmes en Éthiopie, Madame la représentante de la Commission de l'Union africaine, Madame Leila Ben Ali, Monsieur le représentant de Madame Diop Binta, envoyé spécial de l'Union africaine sur femmes, paix et sécurité, Mesdames et Messieurs les ministres présents ici, Mesdames et Messieurs les représentants des agences spécialisées du système des Nations Unies évoluant à Addis, Madame Mama Mongela, Gertrude Mongela, ancienne présidente du Parlement panafricain, Mesdames et Messieurs les experts, distingués délégués, Mesdames et chers amis les représentantes des ONG et de la société civile africaine, Mesdames et Messieurs, en vos qualités, rangs et titres respectifs, tout protocole respecté. Je voudrais, à l'orée de mon propos, adresser mes vifs remerciements, ainsi que ceux de mon institution, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, à Monsieur le secrétaire exécutif de la CEA, Dr Carlos Lopez, et à Madame la présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame Dlamini Zuma, pour l'honneur qui nous a été fait d'avoir, en notre qualité de rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique, à nous adresser à cette auguste assemblée à l'occasion de la 9e réunion préparatoire des experts de la conférence régionale africaine d'examen et d'évaluation de Beijing +20. Je voudrais, en leur nom et au mien propre, souhaiter aux ministres, aux experts et aux représentantes des ONG féminines africaines et à tous les participants une chaleureuse bienvenue en terre africaine d'Éthiopie. Permettez-moi également, en retour, en votre nom et au mien propre, d'exprimer les encouragements et les félicitations des femmes africaines à la communauté économique pour l'Afrique qui a su coordonner les énergies et mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires à la réalisation et au succès d'un événement continental d'une telle dimension avec le soutien actif des États membres et en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, ONU Femmes et les autres agences spécialisées du système des Nations Unies évoluant en Éthiopie. Mesdames et Messieurs, la 9e conférence régionale africaine d'évaluation de Beijing +20 ouvre ses portes à un moment critique et dans un contexte socio-économique et politique moins favorable qu'il y a 5 ans pour le continent et en particulier pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, en raison de la survenance, de la persistance et de la gravité de plusieurs enjeux combinés et préoccupants qui menacent la vie et la survie de millions de nos populations, la paix et la sécurité, la stabilité politique et le développement durable de nos États. Le terrorisme, les enlèvements des filles et le viol des femmes par des groupes terroristes en toute impunité. Le virus Ebola et son cortège de morts, les conflits internes et les troubles sociaux liés à des problèmes de gouvernance politique. À tous ces maux vient s'ajouter le risque imminent d'une crise alimentaire majeure, de l'avis même de la rapporteure spéciale des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, Madame Hilal Elver, qui a alerté la communauté internationale dans un communiqué de presse publié le 11 novembre 2014. Cette crise alimentaire, selon elle, serait due à la panique et à la peur du virus Ebola qui ont gagné un nombre important d'agriculteurs
qui ont abandonné leur culture, ce qui a fortement perturbé la production alimentaire. S'y sont ajoutés l'impact des conséquences de la fermeture des frontières terrestres et des points de passage par certains pays limitrophes sur l'écoulement des produits vivriers, d'où le stockage et le pourrissement des récoltes invendues, la baisse du commerce et de l'investissement, la diminution du pouvoir d'achat pour les ménages, pour les femmes, je voudrais dire. Tout ceci, comme vous le voyez, va durablement compromettre les efforts des pays en matière de sécurité alimentaire et affecter en particulier les activités génératrices de revenus des femmes qui s'investissent en grand nombre dans l'agriculture et le secteur informel dont elles tirent les ressources nécessaires à la satisfaction de leurs droits socio-économiques et de ceux de leurs enfants. Mesdames et messieurs, ce petit rappel est important car ce à quoi nous devons nous atteler à travers l'évaluation de Beijing +20 qui prendra place dans les heures qui vont suivre, c'est d'identifier les défis majeurs de nature à menacer la viabilité et la pérennité de certains acquis dans des domaines fondamentaux pour les femmes. Et de notre point de vue, la sécurité alimentaire en est un par excellence. En effet, un dicton africain nous enseigne que la cuisine est antérieure à la mosquée. Ainsi, l'un des messages clés, forts, adressés aux chefs d'État et de gouvernement africains et à la communauté internationale, c'est le cri de cœur des femmes et des enfants de l'Afrique de l'Ouest pour qu'ils redoublent d'efforts, qu'ils mettent en place des stratégies novatrices pour la mobilisation de plus de ressources financières internes et externes en vue de soutenir les programmes et projets féminins, améliorer les infrastructures sanitaires et la qualité des soins. Ils devront également prendre toutes les dispositions utiles pour relancer l'agriculture et garantir les systèmes d'approvisionnement et de stockage adéquats. Chers participants, en vertu de notre mandat qui couvre les 54 pays de l'Afrique, nous avons parcouru le continent. L'expérience de terrain acquise grâce à nos missions de promotion et aux visites d'études et d'information dans plusieurs pays, l'interaction avec les associations et organisations féminines à la base, les acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans les questions de développement et des droits humains des femmes nous ont beaucoup enseigné sur la similitude de facteurs, pratiques et comportements qui expliquent la perpétuation des discriminations qui continuent de freiner l'implication et la contribution des femmes africaines au développement 20 ans après la conférence de Beijing. Dans le domaine des droits humains des femmes, l'Afrique a fait des progrès importants. Ils ont été listés par mes prédécesseurs. Je n'y reviendrai pas. Il s'agit de l'adoption du protocole de Maputo en juillet 2003, de la déclaration solennelle sur l'égalité entre les hommes et les femmes en juillet 2004, mais également de la charte sur les droits de l'enfant et le bien-être des enfants, la charte sur les élections, la démocratie et la gouvernance, et bien d'autres textes qui sont venus effectivement renforcer le cadre normatif. Nonobstant ces avancées, plusieurs pays se sont dotés de nouveaux codes de la famille qui garantissent l'égalité des droits entre les hommes et les femmes devant la loi en matière matrimoniale, de propriété et d'héritage, prévoyant notamment la succession du conjoint survivant et prohibant la pratique du lividat. Cependant que dans d'autres États, les lois sur la famille renferment encore, hélas, des dispositions discriminatoires à l'égard des femmes et font coexister plusieurs sources de droit, le droit moderne, le droit coutumier et le droit religieux. Ainsi, dans la pratique de plusieurs pays, le principe de l'égalité inscrit en bonne place dans toutes les constitutions est battu en brèche par l'application de textes de loi qui légitiment la supériorité de l'homme qui détient à lui seul, au sein du ménage, à la fois la puissance maritale et la puissance paternelle. La femme lui doit obéissance et ne peut entreprendre aucune activité de commerce sans son consentement. L'on constate par ailleurs, dans plusieurs pays,
l'existence de vides juridiques dans des domaines essentiels tels que les successions, l'accès à la terre, le mariage et la tutelle des enfants mineurs. La quasi-majorité des États n'a pas encore harmonisé de façon appropriée leur législation interne avec les dispositions de la CEDEF et du protocole de Maputo en la matière. Par ailleurs, dans plusieurs pays également, les conventions régionales et internationales régulièrement ratifiées et ayant un impact sur le statut de la femme sont peu connues des magistrats ainsi que par les avocats qui les invoquent rarement devant les tribunaux, ce qui rend leur application et leur impact très faibles pour favoriser l'éradication véritable par la force de la loi des violences et de la discrimination à l'égard des femmes et des filles africaines. Dans certains codes, l'âge légal au mariage pour les femmes varie entre 15 à 16 ans. Dans les zones rurales et les milieux défavorisés, tels que les communautés autochtones, bien souvent, le mariage n'est pas conclu devant l'officier d'état civil et de ce fait, il n'est pas enregistré. L'âge au mariage est encore plus bas, entraînant pour nos enfants les conséquences néfastes que nous connaissons sur leur santé et leur développement physique et psychique, car la pratique, dont le taux de prévalence reste très élevé dans certains pays, constitue non seulement l'une des causes de la déperdition scolaire, mais aussi l'une des causes fondamentales des décès maternels qui privent l'Afrique d'un potentiel humain jeune nécessaire à son développement économique et au développement durable de nos pays. À cet égard, mesdames et messieurs, la campagne de l'Union africaine sur le mariage précoce doit être saluée et accompagnée par tous les acteurs étatiques, les acteurs de la société civile et le système des Nations Unies. Et c'est pourquoi le mécanisme de la rapporteure spéciale a, en partenariat avec le Centre des droits de l'homme de l'Université de Pretoria, lancé des études dans 10 pays dans lesquels la prévalence est très élevée en raison d'en connaître les causes et les conséquences, mais surtout dans la perspective d'élaborer des observations générales à l'intention des États qui comprendront ainsi la nature et l'étendue de leurs obligations vis-à-vis des femmes. Mesdames et messieurs, sur la question des violences basées sur le genre, nous reconnaissons qu'une attention plus soutenue est désormais accordée à la lutte contre les violences domestiques et au traitement des viols et autres violences sexuelles, à travers notamment l'adoption par plusieurs pays de lois spécifiques, de campagnes ouvertes de sensibilisation à l'intention des communautés et des leaders religieux, l'utilisation des radios rurales pour relayer les messages de tolérance zéro pour les violences, ainsi que l'organisation d'ateliers de formation à l'intention des praticiens du droit et des officiers de police judiciaire. Mais en dépit de ces avancées dont les résultats sont mitigés, dans certains pays, surtout en situation de conflit, le représentant de Binta Diop l'a dit, les femmes et les filles continuent de subir des viols, des exactions et plusieurs autres formes de violence psychologique, physique et économique en toute impunité. L'action du service public de la justice et des services de police en raison du manque de moyens pertinents et des dysfonctionnements internes n'a eu que peu d'effet sur l'éradication et le traitement de ces violences sexuelles. Le nombre de femmes victimes qui bénéficient du soutien psychologique nécessaire et de l'assistance juridique et judiciaire appropriée pour porter leur cas devant les tribunaux nationaux est encore infime, malgré la création et la multiplication par les ONG de centres d'écoute et d'aide juridique dans certains pays. Cette raison explique aussi pourquoi les femmes africaines ne saisissent pas la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui a une procédure de plainte communication, la Cour africaine ou le comité CEDEF des Nations Unies. Souvent, et contre l'impunité et le droit des victimes à la réparation, travaillent sans moyens adéquats et au péril de leur intégrité physique et de leur vie. Les États relèvent au titre des défis auxquels ils font face en la matière, la persistance et la force
des stéréotypes relatifs au rôle et aux responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, la faiblesse des programmes de formation à l'intention des intervenants dans les centres d'accueil et d'écoute, ainsi que les difficultés dans l'intégration socio-économique des femmes et des filles victimes de violences. Mesdames et messieurs, dans plusieurs pays, la lutte contre les mutilations génitales féminines a certes enregistré une évolution positive grâce à l'adoption de stratégies combinées de lutte pour l'abandon de la pratique. Les différentes actions de sensibilisation à grande échelle se sont vues renforcées dans certains pays par l'adoption d'un cadre juridique adéquat et de plans d'action pour l'accélération de l'abandon de l'excision. Ainsi, grâce à l'action concertée des pouvoirs publics, des organisations de la société civile, des autorités religieuses et coutumières et des leaders communautaires, le taux de prévalence dans les grandes villes ne cesse de diminuer, même si l'on enregistre de fortes résistances quant à l'éradication de la pratique dans nombre de localités rurales, notamment en Afrique occidentale, qui présentent encore un taux de prévalence de plus de 70%. Dans le domaine de l'éducation, tout en reconnaissant les efforts déployés par les États avec l'assistance des partenaires techniques et financiers dans la prise en compte des besoins des femmes et des filles dans le budget, les lois, plans et politiques, plusieurs défis persistants empêchent encore ces dernières de réaliser leur potentiel. Ces défis comprennent notamment la violence et le harcèlement sexuel dans les écoles, les mariages précoces, la pauvreté des communautés, le manque d'infrastructures scolaires et d'internats au niveau du cycle secondaire et supérieur à des distances raisonnables, la non-effectivité de l'obligation scolaire de 6 à 16 ans, ainsi que l'insuffisance du budget alloué aux communautés et aux collectivités locales. Dans le domaine de l'accès des femmes à des soins de santé de qualité, à l'eau potable et à l'assainissement, en plus de la déficience des services publics à remplir leur mission dans plusieurs pays, nous avons noté en plus de fortes inégalités fondées sur le revenu, le genre et le lieu d'habitation qui limitent l'accès et la jouissance des femmes pauvres, celles vivant dans les zones rurales, les femmes autochtones, les femmes affectées et infectées par le VIH-Sida et celles vivant avec un handicap. Le taux de décès maternels liés à la grossesse et aux avortements à risque, à l'accouchement, dans plusieurs pays, reste encore parmi les plus élevés du monde. Cette situation est encore plus dramatique dans les zones rurales et elle requiert une mobilisation plus forte de ressources financières ainsi que l'adoption de lois ou de mesures conformes aux dispositions du protocole de Maputo pouvant garantir l'accès des femmes à la planification familiale, aux services de santé adéquats, à des coûts abordables et à des distances raisonnables, intégrant notamment des programmes disponibles d'avortement médicalisé dans les cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste ou lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère. Mesdames et messieurs, distingués délégués, les femmes africaines doivent jouir de leurs droits à un développement durable. C'est ainsi que pour favoriser leur accès au crédit, y compris au niveau rural, et réduire la pauvreté à visage féminin, de nombreux pays ont depuis Beijing plus 15 réussi à mobiliser plus de ressources financières, soit sur le budget propre, soit en partenariat avec des institutions et à créer par des lois, des programmes, des plans et des projets sous différentes appellations pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin ou l'autonomisation des femmes. Toutes ces politiques méritent d'être saluées et renforcées, même si, de l'avis des femmes bénéficiaires, la modicité et la complexité des conditions d'éligibilité dans certains cas ont eu pour effet de limiter leur impact, en plus de n'avoir pas pris en compte de façon appropriée les besoins spécifiques des femmes âgées, des femmes autochtones, des femmes victimes de violences et celles vivant avec un handicap. L'atteinte des objectifs de la plateforme d'action de Beijing et la réalisation des OMD se sont à l'évidence heurtés à la faible mobilisation des ressources adéquates, en particulier la mobilisation des ressources internes qui est fondamentale pouvant garantir la pérennité des opérations. L'accès et le contrôle
des ressources productives par les femmes continue de constituer un domaine dans lequel peu de progrès ont été enregistrés depuis toujours en raison des enjeux importants qui y sont liés, ce qui explique pourquoi les réformes foncières intervenues ça et là n'ont pas été capables d'intégrer la dimension genre. À l'heure actuelle où je vous parle, seuls quelques pays ont adopté des lois sur la terre consacrant l'effectivité de l'accès, du contrôle, de la propriété et de l'utilisation de la terre par les femmes, quel que soit leur statut matrimonial, à égalité avec les hommes. Les défis qui sont rapportés tant par les États que par les leaders communautaires et les groupements féminins se rapportent invariablement et pour tous les pays à la pauvreté des femmes, aux règles traditionnelles régissant la terre et les successions, ainsi qu'à la haute main des hommes et des chefs de terre, de connivence avec les collectivités locales sur la gestion en ce qui concerne la principale source de richesse. Mesdames les représentants des agences du système des Nations Unies, mon constat n'est pas exhaustif. Il ne sert à rien de le rendre accablant. Il faut, de notre point de vue, garder à l'esprit, avoir conscience également de l'étendue et du poids des différentes crises qui ont frappé les économies déjà fragiles de nos pays ces dernières années. L'impact négatif des conflits armés, du terrorisme, ainsi que l'impératif tenant à la nécessaire réaffectation de certaines ressources au plan international et régional, devant financer des programmes économiques et nationaux et sociaux à la lutte contre le terrorisme et le virus Ebola. En dépit de l'insuffisance des mesures d'action positive capables de promouvoir la gouvernance politique et la représentation effective des femmes dans la vie politique, depuis les 5 dernières années, des progrès ont été enregistrés dans certains pays dans le domaine de la participation des femmes dans les instances de prise de décision qui se sont traduits au niveau national par l'adoption de lois sur la parité et le quota, ainsi que la mise en œuvre de programmes de formation et de renforcement des capacités des femmes en politique. Au niveau continental, les femmes africaines se souviennent de la confiance et du formidable élan d'adhésion de nos chefs d'État en juillet 2012 à la candidature d'une femme pour présider aux destinées de notre institution continentale pour la première fois depuis sa création en 1963. Je voudrais nommer l'élection de son Excellence, Madame Dlamini Zuma. Sous son leadership éclairé, d'importantes décisions ont été prises par la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour mettre les droits des humains des femmes au centre de leurs préoccupations. Il en est ainsi du thème choisi pour le sommet prochain de 2015, dédié à l'année sur l'autonomisation et le développement des femmes à travers l'agenda 2063. Il s'agit entre autres également de la décision des chefs d'État de dédier l'année 2016 comme année des droits de l'homme et en particulier des droits de la femme. Ces décisions majeures devront, de notre point de vue, faire en sorte que nos États renouvellent leurs engagements envers les femmes et les filles, en veillant au renforcement des outils de suivi d'évaluation de leurs politiques et programmes avec des indicateurs appropriés pour mesurer le niveau d'intégration du genre dans tous les secteurs de la vie, le manque de statistiques fiables et actualisées des agrégés par texte, ainsi que la faiblesse en matière de recherche et d'études actuellement observées au niveau de la majorité des pays, devraient également être traités comme des lacunes à combler avec urgence. À défaut de ces améliorations de fond qui requièrent, en plus de la volonté politique, des ressources financières, des moyens humains spécialisés sur les questions de genre, nos pays ne pourront pas tirer de gains positifs ni durables des revues à mi-parcours et des évaluations à venir, ni sur la plateforme de Beijing, ni sur celles relatives aux aspirations inscrites à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Mesdames et messieurs les experts, vous percevez bien que l'Afrique doit agir et agir autrement. Ceci vous engage à plus de responsabilités et vous devez, au terme de ces 2 jours, pointer du doigt là où les obligations et les promesses n'ont pas été remplies, là où les engagements n'ont pas pu être respectés, faute de moyens pertinents et adéquats, faute de vision ou faute d'implication suffisante des femmes bénéficiaires dans la conception et dans la conduite des programmes et politiques ayant un impact sur leur vie et le développement durable. Je voudrais, pour clore mon propos,
dire au nom des femmes et des filles africaines la gratitude qu'elles ont à l'endroit de la communauté internationale et spécifiquement des agences spécialisées du système des Nations Unies qui viennent en appui aux actions de l'Union africaine et de nos gouvernements, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre et l'implémentation de la plateforme d'action de Beijing. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que je déclare ouverte la réunion préparatoire technique de la 9e conférence régionale africaine sur l'évaluation de la déclaration et de la plateforme d'action de Beijing +20. Que vos bénédictions et prières accompagnent nos travaux, que je souhaite fructueux et participatifs. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you very much, Madam Maiga, for that detailed expose of the situation of women's rights on the continent. And it re-emphasized the point that came out of Vienna: women's rights are human rights. Thank you very much. I would like to take this opportunity before I close the session, the opening session, to acknowledge the UN family which is here, all the UN agencies, and to thank them for the support, the technical support, the organizing support, the financing support, and letting your brains just be part of the thinking behind this conference. Thank you very much, and we look forward to your continued support in the coming 3 days. I also want to acknowledge the regional economic communities that are here, and to thank you for your support and our partnership. You will be making your presentation with the CSOs in tomorrow's session. Before we break for coffee, our coffee break is going to be 30 minutes, and we're going to take the time during that 30 minutes for the delegations to come together whilst you're having coffee, because we are a bit late for time, to look at the Bureau. The Committee on Women and Development that met last year appointed or elected the Bureau. And it is that Bureau that is serving its last year this year. So this will be their last conference that they will be chairing, or meeting of the Committee on Women and Development that they will be leading. And the Bureau was nominated or elected last year as follows: Chair, South Africa; Vice Chair, Sierra Leone; second Vice Chair, Tunisia; third Vice Chair, Central African Republic; Rapporteur, Democratic Republic of Congo; South Africa Chair, representing SADC on the Bureau; Sierra Leone, second Vice Chair, representing West Africa on the Bureau; Tunisia is second Vice Chair, Sierra Leone is Vice Chair, representing West Africa; Tunisia is second Vice Chair, representing North Africa; Central African Republic is third Vice Chair, representing Central Africa; Democratic Republic of Congo in the ECA sub-regions falls under East Africa. So on this Bureau, they are representing East Africa. That's how the UNECA sub-regions are defined, and we did share that at the Committee on Women and Development last year. However, because there is a ministerial session, the country that is in the Bureau must have a minister coming to the ministerial session on Thursday, because an expert cannot chair a meeting of the ministers. As you meet in your regions at tea time, you now need to look at, are these countries that are in the Bureau representing your regions, do they have a minister coming to the meeting on Thursday? If you don't have a minister coming, if the country doesn't have a minister coming to the meeting on on Wednesday, I don't know why I'm so fixated on Thursday. On Wednesday, the 19th, the region must then nominate a country that will stand for you, because the minister will be there on Wednesday, which means SADC, if the minister is not coming from South Africa, SADC would have to nominate a country with a minister coming to be the chair. Sierra Leone, the same. Tunisia for North Africa, the same.
Central Africa Republic for Central Africa the same, and Democratic Republic of Congo the same. So my suggestion is a tea. Whilst you're having your tea, you have your tea together as regions, because we are running out of time and we've got 30 minutes for you to consider that. I will pause in case there are questions and comments before we break for tea on the Bureau. We did present this to the representatives of the embassy at the meeting that we had with the embassies on Thursday, and we shared this with them so they are aware of this situation. I don't see any comments. I propose that we proceed for tea and coffee, and then in our regions, we discuss where there are no ministers coming, who will be the alternate. I can see a hand from Central Africa Republic. Was that a hand? Yes, can you speak to the mic? Merci. Je suis Madame Zoko Louise Solange, chargée de mission en matière de promotion du genre de la République centrafricaine. La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire de la République centrafricaine devait être à cette réunion, mais empêchée pour des raisons d'État à la dernière minute, a désigné notre ambassadeur auprès de l'Union africaine de la représenter. Je voulais lui donner un mandat. C'est pour ça que je voulais signaler cette situation. Et on va se concerter pour que si l'ambassadeur peut représenter notre ministre. Je vous remercie. Thank you, Central Africa Republic, and I'm aware your minister did send her apologies. Unfortunately, it's a ministerial meeting. It has to be a full minister, not an ambassador. Thank you very much.